Mesdames, Messieurs, bienvenue sur l'émission confidentielle. Nous sommes ce jour avec Monsieur Henri-Marie Dondra, qui est le ministre centrafricain des Finances et du Budget. Avec lui, on va revenir sur la situation dans le pays et les méthodes employées pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Monsieur le ministre, 16 ans après la création du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, quel est le bilan que vous tirez de la participation de votre pays à cette initiative ? Écoutez, je voudrais vous dire que le bilan du GABAC est positif pour la République centrafricaine, d'autant plus qu'à travers cette organisation, nous avons pu mettre en place une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et en matière de lutte contre le terrorisme. À travers justement le GABAC, nous avons pu aussi créer ce qu'on appelle l'Agence nationale d'investigation financière, qui essaie un peu de traquer, je dirais, les fonds illicites qui passent par des réseaux parallèles afin de favoriser le financement justement de ces bandes armées, afin de favoriser aussi le financement des actes terroristes dans notre pays. Et donc globalement, je peux vous dire que pour nous, ça a été un effet très bénéfique pour la RCA. Peut-on savoir quel est le volume des flux financiers blanchis chaque année dans votre pays ? Non, je pense qu'à ce niveau précis, on n'a pas véritablement des outils pouvant nous permettre de mesurer un peu les statistiques. Vous comprendrez avec moi qu'un pays qui vient de loin et qui essaie de trouver ses marques, il est difficile pour nous d'avoir un peu ce volume de flux financiers. Mais n'en demeure-t-il pas moins que nous avons mis vraiment pris des mesures énergiques pour arriver à lutter contre ce phénomène aujourd'hui qui est en train de pourrir un peu la sous-région. De manière concrète, Monsieur le ministre, de quelle manière est-ce que vous procédez pour traquer donc les fonds qui servent au blanchiment d'argent? Bon, écoutez, je pense qu'il y a déjà des mesures même qui ont été prises, si vous voulez, par la commission bancaire, par la Banque centrale, pour essayer d'avoir, je dirais, des signaux d'alerte lorsque subitement vous voyez passer un virement d'un montant assez élevé où vous ne trouvez pas vraisemblablement vous n'avez pas justifié les origines. Donc ce sont ces signaux d'alerte-là qui parfois nous poussent à nous dire effectivement il faut prendre des précautions par rapport à tel type de transfert qui viendrait justement je prendrai le cas des ONG. Vous savez qu'en pareil cas, où c'est un pays qui est totalement vulnérable, vous avez des organisations non gouvernementales qui s'installent un peu dans tout le pays et qui bénéficient parfois d'exonérations, qui bénéficient de facilités d'implantation. Et il est difficile parfois pour nous d'arriver à identifier les sources ou bien les origines des fonds qui arrivent à financer justement les activités. Et même à ce niveau précis, quand vous allez poser même parfois les questions pour savoir d'où viennent ces fonds, il n'est pas toujours aussi vraiment aisé d'avoir les réponses adéquates de façon à ce que nous puissions prendre les mesures qui conviennent de pareilles circonstances. Mais par contre, au niveau déjà du gouvernement, nous avons déjà entamé, je dirais, une analyse, une étude qui vise essentiellement à identifier un peu ces différentes ONG qui bénéficient pratiquement de ces facilités d'implantation pour pouvoir un peu identifier leurs sources de revenus. Mais je pense qu'en nous attelant à cela, nous arrivons quelque peu à arriver à corriger un peu cet état de fait, ce phénomène, à endiguer ce phénomène qui se passe un peu chez nous. Peut-on avoir une idée des liens qui existent entre le blanchiment d'argent et ces groupes armés qui minent la paix dans votre pays? Voyez-vous, je pense que là, nous sortons un peu de ces réunions et nous avons pu identifier les différentes typologies des sources, mais justement de financement de ces bandes armées autres qui existent. Alors, arriver à faire le parallèle, c'est pas toujours aussi évident. Mais lorsque vous voyez qu'il y a des bandes armées qui essaient de financer leurs activités par l'exploitation des minerais, puisque chez nous, nous avons des ressources vraiment assez énormes par rapport à cela, donc vous pouvez vous dire effectivement, ça, il s'agit justement d'une activité illicite qui vise à financer le terrorisme, et vous pouvez vous dire que ça aussi, ça sert à financer, du moins, à permettre, à favoriser le blanchiment d'argent. Il y a aussi, puisque vous en parlez, ce phénomène d'implantation, je dirais, de bureaux de change qui ne respectent pas les normes réelles, où, comme vous le savez, il y a un règlement par rapport à ces bureaux de change qui doivent s'implanter.
à ce niveau précis aussi, on arrive à identifier, à faire la différence entre le financement dit des bons armés et ce phénomène de blanchiment d'argent qui passe bien évidemment par plusieurs techniques. Vous avez aujourd'hui la monétique qui est en train de s'installer. Ces transferts d'argent par les téléphones portables. C'est autant d'éléments, d'ailleurs, dont nous avons parlé justement lors de ces réunions, qui devraient nous permettre d'avancer dans la révision de nos textes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Votre pays essaie de se relever d'une grande période d'instabilité politique. Quelles mesures avez-vous prises pour essayer de relever l'économie de la Centrafrique? Je pense que la principale mesure phare, comme l'a si bien dit le président de la République, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les acteurs qui prennent part justement à la gestion des finances publiques doivent se retrouver ensemble à travers un comité pour pouvoir discuter des problèmes qui minent les finances publiques et d'en trouver des solutions. La mesure phare qui a été prise par le président de la République, c'est la création d'un comité de suivi de la gestion des finances publiques en RCA, qui est présidé par le chef de l'État lui-même, et bien évidemment avec tout le gouvernement et les partenaires de développement pour que nous puissions tous ensemble trouver la solution. Et je pense que c'est l'une des plus grandes mesures que le président de la République a eu à prendre au début de son mandat. À cela, bien évidemment, s'ajoute la nécessité pour nous aujourd'hui de moderniser la gestion des finances publiques, notamment en créant un cadre qui puisse nous permettre justement d'optimiser la gestion de nos différentes régies financières, puisqu'aujourd'hui la modernisation peine à venir et nous pensons déjà avoir trouvé des débuts de solutions quant à la modernisation de nos finances publiques et l'assainissement de nos finances publiques. Monsieur le ministre, il est en principe prévu un tour de table des principaux bailleurs de fonds. Où est-ce qu'on en est avec cette initiative et quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Écoutez, je voulais porter à votre attention, ou si vous n'êtes pas déjà au courant, le gouvernement vient de signer un programme sur 3 ans avec le Fonds monétaire international. Et donc je pense que lorsque vous signez un programme avec le FMI, cela vous ouvre vraiment la porte vers d'autres institutions, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, toutes ces institutions-là. Et sachez que grâce à cet accord que nous avons signé avec le FMI, nous aurons une table ronde qui va se tenir le 17 novembre à Bruxelles, avec des bailleurs de fonds, devant lesquels nous présenterons un peu notre programme économique, devant lesquels nous présenterons les différents projets que nous avons, de façon à ce que ces bailleurs de fonds ou éventuellement ces donateurs-là puissent s'inscrire un peu dans la logique du programme que nous avons signé avec le Fonds monétaire international. Je pense que c'est quelque chose qui est formidable et aujourd'hui le président de la République ainsi que le Premier ministre s'attellent vraiment justement à la réussite de la bonne tenue de cette table ronde à Bruxelles. Le corridor par lequel passent les marchandises entre le port de Douala et Bangui est vital pour votre économie. Où en est-on avec la sécurisation de cet axe routier? Écoutez, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que il était difficile vraiment d'arriver à maîtriser un peu ce corridor, mais des mesures énergiques ont été prises déjà. C'est-à-dire que pour le convoyage des marchandises qui quittent Douala jusqu'à Bangui, on a créé d'abord une brigade économique qui, au fait, vise essentiellement à sécuriser toutes les marchandises qui quittent Douala pour Bangui, à sécuriser les camions et à sécuriser, bien évidemment, les chauffeurs qui quittent Douala pour Bangui. Alors, il y a une rotation qui se fait vraiment régulièrement et cela a permis de dissuader un peu les fauteurs de troubles qui se trouvent sur ce corridor. C'est vrai, l'apaisement n'est pas totalement là rétabli, mais je peux vous dire que pratiquement à ce jour, nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs, peut-être quelques accidents de la route, mais on n'a pas enregistré d'incidents majeurs pouvant nous permettre de dire qu'on peut remettre en cause toutes les mesures que nous avons eu à prendre depuis l'arrivée du président Touadéra au pouvoir en Centrafrique. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.